Dans l'actualité ce soir, Zéphirin Diabré au rapport, le ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale présente sa démarche de la réconciliation nationale jusqu'à la tenue d'un forum national sur la question. Selon le ministre d'État qui était face à la presse ce mardi, les différents besoins de réconciliation de notre pays peuvent se regrouper en 6 catégories. Quelles sont ces catégories? Les détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, un hommage mérité pour le révolutionnaire Valère Somé. Un centre qui porte désormais son nom vient d'être inauguré ce 31 mai à Ouagadougou. C'est le centre Valère Somé pour l'innovation politique et le développement endogène. C'est un centre de partage d'expériences entre anciennes générations et nouvelles générations en matière de politique. Valère Somé étant une source d'inspiration pour bien des générations de politiciens au Burkina Faso, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, le centre de radiothérapie de Bogodogo dans la capitale burkinabé, désormais fonctionnel. Déjà une dizaine de dossiers de malades de cancer en cours de prise en charge. Le ministre de la Santé est allé encourager ses premiers patients. Images et commentaires à suivre dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, sachez que la 4e session du comité de pilotage extraordinaire du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale vient de se tenir ce 1er juin. C'est un projet qui vise à consolider la démocratie burkinabé en appuyant l'Assemblée nationale à se rapprocher de ses citoyens, mais aussi à renforcer son action, notamment en matière de contrôle de l'action gouvernementale et de son rôle de législateur. On fait le point avec Caroline Ouari. Bilan des actions réalisées, évaluation du plan stratégique, élaboration de nouveaux référentiels pour la fin du programme, c'est dire la tâche qui attend les acteurs du PROCAB à cette session. Programme d'appui à l'Assemblée nationale, le PROCAB tire à sa fin après le démarrage de sa mise en œuvre en juin 2018. Renforcer l'action de l'Assemblée nationale, conforter l'assise de l'institution auprès des citoyens, promouvoir la bonne gouvernance et la participation de la société civile sont entre autres les interventions menées au cours des 3 dernières années. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire un dernier bilan et en fonction de la nouvelle législature qui s'est installée, pour faire des réajustements, pour voir comment est-ce que nous pouvons réorienter, parce que aujourd'hui, sur 127 députés que compte l'Assemblée nationale, nous avons 93 nouveaux. Donc il n'y a que 34 qui ont rebelloté. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres attentes, de nouvelles attentes pour les nouveaux députés qui sont arrivés. Il faut leur donner de la documentation, il faut les former, il faut les équiper. 4 milliards et 230 millions de francs CFA est le montant du soutien financier de l'Union européenne. Sur les derniers pas de cette phase du PROCAB, le partenaire technique et financier exprime de la satisfaction pour les actions menées. Nous sommes en général très satisfaits avec notre coopération avec le Parlement et nous voudrions encore renforcer notre dialogue politique entre les partenaires et l'Assemblée nationale. L'appréciation est tout aussi positive du côté du partenaire chargé du suivi et de la vérification de la conformité des dépenses. On est ici ce matin pour rendre compte, pour donner un bilan de tout ce qu'on a fait pendant les 3 ans passés. Tout est bon et puis on espère peut-être continuer à appuyer l'Assemblée nationale de Burkina Faso. Il n'est pas exclu un renouvellement du programme pour l'Assemblée nationale. Cette phase du PROCAB s'achève en fin octobre prochain. À la une de l'actualité ce soir, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale décline sa feuille de route à la presse. Selon Zéphirin Diabré, son département travaille maintenant à la mise en place d'instruments devant permettre de superviser, piloter, gérer le processus qui se veut participatif. Explication avec Vincent Tiendrebego. Zéphirin Diabré, en mission officielle à Abidjan début mai, a-t-il effectivement rencontré l'ancien président Blaise Compaoré? Oui, le ministre d'État interrogé le confirme et s'explique. L'objectif du voyage était de porter un message auprès du président de la République de Côte d'Ivoire, sur instruction donc du président du Faso, pour lui expliquer la démarche de réconciliation au Burkina Faso. Bien entendu, la question de l'ancien président Blaise Compaoré s'est invitée donc aux échanges, j'ai expliqué un peu la manière dont nous voyons les choses. Et ce n'était pas tellement par rapport à lui-même,
et je vais le dire, c'est par rapport à tous les exilés. Et je vais dire ici ce que j'ai dit et que je vais continuer à dire pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui sont exilées hors du pays ou qui se considèrent comme exilés politiques hors du pays. Nous les invitons à revenir au Faso, selon les principes suivants. Celui qui vient et qui n'a pas un dossier à la justice vaquera librement à ses occupations, sans aucune entrave. S'il y a des menaces de la part d'autres citoyens, nous pouvons regarder pour assurer d'une certaine manière sa sécurité. Premier principe. Deuxième principe, celui qui a un dossier à la justice, si vous êtes dehors et que vous rentrez, vous partez voir le juge, qui que vous soyez. Et pour la conduite de sa mission, Zéphirin Diabré dispose désormais d'une feuille de route qui mène au Forum sur la réconciliation nationale. Cette feuille de route comporte plusieurs composantes présentées comme des instruments pour la réconciliation nationale. Au compte des instruments d'orientation et de supervision, il y a le Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, adopté semaine dernière en Conseil des ministres. C'est un organe consultatif, de manière beaucoup plus spécifique. Le Conseil national d'orientation et de suivi est chargé de donner son avis sur les différents aspects des politiques qui seront menées en matière de réconciliation nationale et de cohésion sociale, d'étudier et de faire des propositions sur les politiques, les stratégies et tous les dossiers relatifs à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale qui lui seront justement soumis par le gouvernement à travers le ministre d'État en charge de la question. Le Conseil national d'orientation et de suivi est en fait la traduction de la volonté du gouvernement de faire en sorte que le processus de réconciliation soit vraiment participatif. Le Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale à mettre en place les jours à venir sera composé d'une centaine de représentants de toutes les couches sociopolitiques de la nation burkinabé, dont 2 anciens chefs de l'État. Il est présidé par le chef de gouvernement. C'est dans ce contexte que le comité de rédaction de la stratégie nationale de la réconciliation nationale officiellement vient d'être installé ce 1er juin. C'est le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, qui a procédé à l'installation de ce comité de rédaction. Quelles sont les tâches dévolues à ce comité? On en parle avec Ernest Kambiré. Le processus de réconciliation nationale est en marche et le ton est ici donné avec l'installation des membres du comité de pilotage et de rédaction de la stratégie nationale. Choisis sur la base de leur expertise dans leurs domaines respectifs, ils ont 3 mois pour proposer les référentiels et les outils nécessaires à la conduite et à la réalisation de la réconciliation nationale. Nous saluons cette initiative du ministre de la Réconciliation qui traduit la vision du chef de l'État qui a fait de la réconciliation nationale une des priorités. Et nous accompagnons cela parce que nous sommes convaincus que ceci permettra à ce que la nation burkinabé se réconcilie avec elle-même. Tout développement a besoin de la paix. Et la cohésion sociale, la réconciliation nationale sont des éléments qui traduisent bien cette paix qui est tant souhaitée. L'exercice de ce matin a été prévu dans la feuille de route, tout comme ce qui s'est passé hier à Tankodro. Vous êtes témoin que nous avons eu une rencontre avec les gouverneurs, les hauts commissaires, les préfets, les maires, parce qu'il s'agit pour nous de préparer les rencontres dans les différentes communes. Il y aura dans chacune des 372 communes du Burkina Faso une rencontre autour de la question de la réconciliation. Mais pour que cette rencontre-là se déroule bien, il faut préparer les gens en amont. Et cette préparation a commencé hier à Tankodro. Et s'ajoutant donc à ce qui est fait ce matin, ça veut dire que la feuille de route qui a été donc adoptée lors de la séance du Conseil des ministres le 21 avril est en train d'être déroulée. Jeter les bases d'un processus qui se veut participatif et inclusif, les documents qui sortiront de ces réflexions sont donc très attendus par les Burkinabés et les partenaires techniques et financiers. Lui ne verra hélas malheureusement pas l'aboutissement du processus de réconciliation nationale. On l'a appris ce matin, la mort du professeur Assimi Kwanda, ancien patron du Congrès pour la démocratie et le progrès jusqu'en 2014.
Ancien ministre d'État et ancien directeur de cabinet du président Blaise Compaoré, le professeur Assimi Kwanda était un grand spécialiste de l'histoire de l'Afrique. Il tire sa révérence à 65 ans en exil en terre d'Eburni depuis la chute de Blaise Compaoré. Son portrait avec Vincent Tiendrebego. La nouvelle s'est répandue en milieu de journée de ce mardi 1er juin. Assimi Kwanda n'est plus. Il est décédé ce matin dans une clinique à Abidjan. Le défunt a été un homme politique burkinabé qui a occupé de hautes fonctions. Ministre d'État auprès du président du Faso, il fut également directeur de cabinet de Blaise Compaoré jusqu'à sa chute en octobre 2014. Assimi Kwanda a été propulsé au devant de la scène politique nationale à un moment où le Burkina Faso amorce un tournant décisif de son histoire politique. Porté à la tête du parti présidentiel, le CDP, succédant ainsi à Roch Marc Christian Kaboré, il incarne alors la mouvance présidentielle qui défendra, bec et tongue, les réformes politiques controversées et tente un passage en force avec le projet de révision de l'article 37 qui saute le verrou des mandats présidentiels à ses risques et périls. À l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le leader de la mouvance présidentielle prend la fuite, contraint à l'exil en Côte d'Ivoire. Ancien maire de Nongremassem à Ouagadougou, ancien ambassadeur du Burkina Faso à Rabat au Maroc, l'homme est aussi connu pour sa carrière académique. Titulaire d'un doctorat de 3e cycle de l'université Panthéon-Sorbonne à Paris, Assimi Kwanda est enseignant à l'université de Ouagadougou, spécialiste de l'islam et du monde arabo-musulman. Totalement effacé au Burkina après l'insurrection, il avait été récemment aperçu dans une vidéo où il célébrait le 70e anniversaire de Blaise Compaoré, son mentor politique dont il restera alors le compagnon fidèle jusqu'à la mort. Une mort soudaine au moment où le Faso ouvre de plus en plus les bras à ses filles et fils exilés dans le cadre de la réconciliation nationale. Le groupe parlementaire MPP au rapport, après la fin de la première session parlementaire le 28 mai dernier, les députés du groupe étaient face aux hommes et femmes de médias. Ils ont fait le bilan de leur participation à cette première session de l'année, la 8e législature. Ils ont surtout insisté sur leur contribution. Daouda Ouattara, Boukari Ouedraogo. Devoir de redevabilité pour les 56 députés du groupe parlementaire MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. La première session de l'année 2021, achevée le 28 mai dernier, affiche à son compteur 30 lois adoptées dont 20 portant sur des accords de ratification et 10 lois ordinaires. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi reçu le Premier ministre pour son discours sur la situation de la nation. Un discours que nous avions apprécié positivement parce que les députés étaient satisfaits dans la mesure où cette situation faisait effectivement le diagnostic sans complaisance de la nation. Et à ce titre, nous pouvons retenir 4 marqueurs essentiels dans le discours du Premier ministre sur la situation de la nation. Il s'agit de la question sécuritaire, également la pandémie de la Covid-19 et la tenue des élections présidentielles et législatives et enfin les acquis que nous avions pu obtenir. À mettre aussi à l'actif du groupe parlementaire MPP l'élection des nouveaux juges parlementaires de la première chambre d'appel de la Haute Cour de justice et la représentativité des parlementaires burkinabés au niveau international. Au niveau national, l'actualité est passée au scanner par le groupe parlementaire MPP qui a déploré et condamné ce qu'il qualifie de vandalisme et d'incivisme, les manifestations des élèves. Il a par ailleurs invité les acteurs du monde éducatif à privilégier le dialogue et la concertation. Difficile de passer sous silence la situation sécuritaire et sur ce point, le groupe parlementaire a salué l'action des forces de défense et de sécurité ainsi que celle des volontaires pour la défense de la patrie.
Ce même devoir de redevabilité, les députés du groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès s'y sont soumis face à la presse ce mardi également. Les membres du groupe ont surtout insisté sur leur contribution qui a consisté à être un contre-pouvoir pour éviter, selon leurs propres termes, de voter des lois qui n'arrangent pas le Burkina Faso. Au cours de ce devoir de redevabilité, le groupe s'est exprimé également sur les récents remous constatés au sein du monde éducatif suite à l'application de certaines réformes. Marguerite Douagnou. Cette sortie médiatique du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès a pour sujet principal la première session parlementaire de l'année 2021. Les premiers responsables du CDP reviennent alors sur la trentaine de lois adoptées à l'Assemblée nationale. Notre groupe a voté abstention lors du vote de la loi de finances rectificative, en ce sens qu'elle dénote d'une insuffisance dans la gouvernance financière de notre patrimoine commun, le budget de l'État. Le 20 mai dernier, en application de l'article 109 de la Constitution, le Premier ministre a fait une déclaration sur la situation de la nation. Au cours de cet exercice, les députés de notre groupe ont jugé insuffisantes les réalisations du gouvernement au regard de l'immensité des attentes et surtout des besoins prioritaires des populations. Plusieurs autres points d'actualité sont abordés avec les journalistes, dont celui du nomadisme politique. L'adhésion à un parti est libre, la démission d'un parti est également libre. Lorsque nous disons que nous condamnons le nomadisme politique, ce n'est pas tant parce qu'un militant aurait choisi librement de quitter un parti pour rejoindre un autre, mais lorsque cette démission est couverte, cachée et utilisée par certains militants pour enfreindre à une autre loi, à une autre disposition de la loi qui interdit l'appartenance à deux partis politiques à la fois. Le groupe parlementaire CDP estime le programme porté par son candidat plus pertinent et meilleur pour le développement du Burkina Faso. Le président du groupe de l'opposition reconnaît tout de même un bilan assez positif, même si des efforts restent énormes du côté du gouvernement. Le groupe parlementaire CDP compte 15 députés à cette 8e législature, 14 hommes et une femme. Je le disais en titre, ce 30 mai 2021, les camarades de lutte, amis, parents de Valère Sommet lui ont rendu un vibrant hommage à travers l'inauguration d'un centre qui porte désormais son nom. C'est le Centre d'innovation politique pour le développement endogène. Valère Sommet, d'après ses camarades à l'inauguration, Valère Sommet était un homme qui a contribué au développement du Burkina Faso à travers sa pensée, mais aussi son action politique. Ce centre a été créé sur son initiative en vue de former des hommes d'État et de perpétuer son œuvre. Césaire Carrefour et Solange Guigma. Le Centre Valère Sommet pour l'innovation politique et le développement endogène, c'est un hommage rendu à celui-là même qui a écrit le DOP, le discours d'orientation politique de la Révolution. Par ailleurs, chef de l'Union des luttes communistes reconstruites, il a contribué à porter au pouvoir le capitaine Thomas Sankara et son Conseil national de la Révolution le 4 août 1983. Ce centre vise à participer à la formation des hommes d'État et à perpétuer l'œuvre de Valère Sommet. Nous avons voulu lancer ce centre-là d'abord pour rendre hommage à un homme de conviction, à un homme de valeur, à un idéologue, à un théoricien qui a contribué donc à la construction du Burkina Faso, mais aussi à la construction de l'Afrique tout entière à travers donc sa pensée politique, mais à travers aussi son action politique. Il s'agit pour nous donc de contribuer à travers ce centre-là à perpétuer le travail que Valère Sommet avait commencé, mais ce centre aussi se veut un cadre qui va contribuer à la formation des hommes d'État pour contribuer donc au développement de nos différents pays. Universitaire, homme d'État, visionnaire politique, homme de valeur selon ses camarades de lutte, amis et parents, Valère Sommet a publié plusieurs documents à travers lesquels il a partagé ses idées avec la jeune génération. C'était une de ses idées de base. Et depuis déjà tout jeune, quand il était étudiant, il organisait des formations pour les plus jeunes, déjà à Diebougou et ici même à Ouagadougou, à domicile, où il recevait beaucoup de jeunes. Et je pense que
de colliger l'ensemble de ces énergies dans un centre de formation de cette nature me semble une très bonne idée. Et nous sommes prêts au niveau de la famille à épauler l'action de ce centre-là. Celui dont le centre porte le nom en vue de promouvoir ses idées est décédé le 31 mai 2017. Le centre est situé dans le quartier Saint-Iri de Ouagadougou. Hier lundi, à la direction régionale de l'AMPE du centre, on a procédé à l'inauguration des bâtiments rénovés de la dite direction et au lancement de la plateforme digitale de gestion interactive de l'intermédiation sur le marché du travail. Désormais, le recrutement de personnel et de compétences au profit des administrations et des entreprises se fera en ligne, ce qui permettra à un plus grand nombre de demandeurs d'emploi de participer au recrutement tout en limitant les déplacements et les longues files d'attente. Rasmane Zoundi, Marguerite Douagneau. Des bâtiments de la direction régionale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi entièrement rénovés inaugurés ce 31 mai. Le relooking est l'œuvre de la Loterie nationale burkinabé qui veut offrir un cadre de travail plus agréable et plus approprié au personnel et aux usagers de l'ANPE. La LONAB, en tant qu'entreprise citoyenne, a voulu, par cette action-là, soutenir un axe fort qui est le développement du capital humain. Aujourd'hui, avec cette infrastructure-là, nous offrons un peu plus de confort pour l'ensemble des demandeurs d'emploi et Dieu seul sait qu'ils sont très nombreux dans cette quête d'emploi. Et en poursuivant dans la dynamique de l'amélioration des conditions de travail, l'ANPE lance une plateforme digitale sur la gestion interactive et d'intermédiation sur le marché de l'emploi pour donner aux demandeurs d'emploi les mêmes chances de satisfaction. Les prochaines étapes, c'est de faire en sorte que là où ils sont, qu'ils postulent, qu'ils composent directement chez eux et s'il y a des entretiens, qu'ils fassent les entretiens, qu'ils aient les résultats et qu'ils n'auront à se déplacer que quand ils auront un résultat ou un contrat. Il suffit d'avoir accès au site web, à la plateforme et déjà on a l'information. Je voudrais profiter donc de votre micro pour inviter les jeunes, les bénéficiaires donc de tout ce qui a été fait ce matin ici, pour qu'ils puissent s'approprier l'Agence nationale pour l'emploi, pour qu'ils puissent effectivement venir s'inscrire, venir s'informer, venir se faire orienter dans la recherche donc de l'emploi. Une plateforme qui va donc moderniser davantage les missions de l'ANPE en termes d'information, d'orientation et d'accompagnement des chercheurs d'emploi et aussi des porteurs de projets d'auto-emploi. Dans la nuit du samedi 29 mai 2021 à 1h du matin, un incendie dans un parc de stationnement a détruit plusieurs camions citernes sur la route Ouaga-Bobo-Dioulasso. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels très importants ont été enregistrés, estimés à environ 2 milliards de francs CFA. C'est un site qui appartient au groupe Maïga. Le ministre en charge des Transports était sur les lieux pour constater les dégâts et apporter le soutien moral du gouvernement burkinabé au patron du groupe. On fait le point avec Nyakiteda. C'est un week-end noir pour le groupe Maïga, notamment son site de Sotrakoff basé à Yemdi. 12 camions complètement calcinés, 3 autres atteints partiellement par les flammes de la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin dernier. La zone d'entretien et de parquage des moyens logistiques du groupe a subi la furie d'un incendie. 3 camions étrangers au site, dont celui-là, avec une immatriculation douteuse, ont pu s'introduire à une période pourtant interdite, mais comment? Dans notre système d'exploitation, au-delà des 17 heures, même les usagers réguliers n'ont pas accès à ces sites. Au-delà des 18 heures, il faut une introduction exceptionnelle de moi-même qui doit le faire. Malheureusement, dans ces cas précis, nous pouvons dire qu'il y a eu une complicité entre les fraudeurs, eux, les portiers, ceux qui avaient en charge de sécuriser les sites, qui ont pu permettre l'intrusion de ces moyens logistiques que vous voyez ici, une citerne à double immatriculation malien et nigérien contenant à peu près 60 000 de super, et les petits camions mono pour évacuer les produits pour certainement aller à une destination mafieuse. Donc c'est au cours de ces transvasements-là qu'il y a eu l'incendie, selon les dires de ceux qui étaient présents là, notamment les gardiens.
Les dégâts sont énormes et le groupe doit débourser près d'1 milliard 200 millions de francs CFA comme investissement et 800 millions de francs CFA en économie directe. Un coup dur pour le groupe et le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière vient lui témoigner le soutien moral du gouvernement. Nous sommes venus pour constater et pouvoir rendre compte au président du Faso et aux autorités et pouvoir aussi dire que nous sommes derrière eux pour continuer à travailler pour que, vitalement, avec les enquêtes qui vont se mener, qui ont commencé déjà, que nous puissions comprendre à peu près comment les choses sont passées. La mobilisation spontanée des riverains, des services de sécurité et des agents du groupe, l'implication de la SONABI et la prompte réaction de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ont permis de circonscrire l'incendie dans un site de près de 150 camions, selon Issoufou Maïga. Dans le 20h également, 2 mois après son inauguration, le centre de radiothérapie de Bogodogo, nous sommes dans la capitale burkinabé, reçoit ses premiers patients. Des patients qui se réjouissent de l'ouverture de ce centre qui leur permet une prise en charge sur place. Le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, en visite dans le centre ce 1er juin, encourage ses premiers patients. Salifou Belem, Amadine Larsaga. Elle est la toute première. Louise, 47 ans, reçoit son premier traitement contre le cancer du col de l'utérus dans ce centre de radiothérapie, ici au CHU de Bogodogo. Elle, qui devrait être évacuée à l'extérieur pour sa prise en charge. Aujourd'hui, je suis contente que je sois soignée dans mon pays au lieu d'aller à l'extérieur. Comme je suis à côté de ma famille aussi, j'ai tellement bénéficié de cette chance-là. Sous le regard du ministre de la Santé, elle passe les différentes étapes de son traitement du jour. Le professeur Charlemagne Ouedraogo est là pour constater l'effectivité du fonctionnement du tout premier centre de radiothérapie du Burkina Faso. Vous avez assisté donc à des traitements. Vous avez vu des patients qui ont reçu des traitements, des patients qui sont en attente de recevoir des traitements, et c'est un sentiment de fierté. Par patiente, cette radiothérapie aurait coûté 7 à 8 millions de francs CFA. À ce jour, 15 dossiers de patients qui nécessitaient des évacuations à l'extérieur sont transmis ici au personnel soignant qui s'active pour leur prise en charge. Tout type de cancer est soigné ici et le personnel est formé pour ça. Il y a même le cancer pédiatrique également, les machines sont paramétrées pour ça. Mais cela nécessite une formation encore pointue et approfondie que le Burkina s'attelle à spécialiser en fait des personnels pour ça. Nous avons donc 2 accélérateurs de particules. Il faut dire que chaque accélérateur en temps plein peut prendre 60 patients par jour. Donc si on multiplie par 2, ça fait 120. Le tout premier centre de radiothérapie pour le traitement des cancers a été inauguré le 9 avril 2021 par le président du Faso. Pour le moment, les soins sont administrés gratuitement pour une durée d'1 mois. Autre point de l'actualité ce soir, le Conseil supérieur de la communication, en phase avec le numérique, l'institution de régulation des médias au Burkina Faso vient de lancer une opération de traitement et de numérisation de ses archives. L'opération, selon le président du CSC, va permettre à la presse d'avoir accès de façon numérique aux articles passés et à certaines décisions du CSC. Roger Kam, Mounira Kéré. Ce document est désormais numérisé. Dans les 3 mois à venir, ce sont des archives de 25 ans de vie du Conseil supérieur de la communication qui seront modernisées. Des archives essentiellement physiques contenues dans des cassettes audio et vidéo ou encore des documents papier. Le CSC constitue un maillon essentiel, non seulement pour les étudiants en communication, mais pour vous-même les journalistes, pour toujours pouvoir avoir accès à vos articles passés, à vos reportages passés. Il était essentiel pour nous de pouvoir numériser tout cela pour que désormais vous puissiez en un clic obtenir ce que vous voulez en termes de recherche et de tout ce qui a été produit. Ce processus de numérisation des archives du CSC marque un tournant décisif dans la vie de l'instance de régulation des médias, selon son président. Il entre dans le cadre du projet Plan stratégique 2017-2021 du CSC qui bénéficie de l'appui financier de l'ambassade du Japon au Burkina.
c'est une part. Le projet de montant total est environ 1 milliard de francs CFA en utilisant le fonds de contrepartie de KR. Donc, nous avons déjà remis la première partie. La numérisation va concerner les archives du siège du CSC, de l'annexe et celle des délégations régionales. L'opération promet garantir la sécurité, l'intégrité, la fiabilité et l'authenticité des archives. Bientôt du nouveau sur la RTB, un nouveau programme dénommé Challenge est une initiative du ministère en charge de la communication. C'est un magazine d'information politique, économique et de développement qui mettra non seulement l'accent sur les réalisations du gouvernement, mais aussi sur les préoccupations des bénéficiaires afin d'apporter des corrections nécessaires. Ce soutien à la communication gouvernementale est accompagné par la Loterie nationale burkinabé, mais aussi la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Sébastien Zongo. Challenge, c'est le nom de cette nouvelle émission de télévision qui sera produite par NGBAT Productions et diffusée sur la RTB Télé. Il présente un contenu de 52 minutes avec 26 minutes de reportage sur de grands chantiers de développement et 20 minutes de débats contradictoires animés par des jeunes. Beaucoup de projets sont critiqués et nous allons permettre à ce public jeune-là, qui est très accepte, à pouvoir apporter leur contribution. Et à chaque émission, vous aurez un modérateur qui est spécialiste du thème du jour et qui va apporter l'information exacte, l'information juste. Challenge est une émission d'information politique, économique et de développement. Elle permettra de revenir sur les défis relevés par le gouvernement et ceux qui demeurent malgré les efforts, selon le ministre de la Communication. Il n'y a pas de raison que sur ces 5 années passées et sur cette année qui continue, qu'on ne revienne pas sur ces acquis de notre pays, où les choses ont bougé, où des défis, où des challenges ont été relevés. Il est du devoir du gouvernement, en termes de redevabilité vis-à-vis de la population, qui sont donc les mandants de toute gouvernance, les mandants du gouvernement. 12 numéros de challenge sont prévus sur 1 an. Le projet de 100 millions de francs CFA est sponsorisé par la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi, et la Lonabé. Lonabé, entreprise citoyenne, nous accompagnons les actions du gouvernement en matière de communication. Challenge vise entre autres à renforcer les actions de communication du gouvernement et améliorer l'image du Burkina Faso. Le premier numéro est attendu pour le mois de juillet 2021. Et puis le nouveau président du conseil d'administration des éditions Sidoaya a été officiellement installé ce 31 mai. En plus du nouveau PCA, 3 administrateurs entrent également au conseil d'administration des éditions Sidoaya. Ahadi Sandamba. Romain Auguste Bambara prend ainsi les rênes du conseil d'administration des éditions Sidoaya pour un premier mandat de 3 ans. Il remplace à ce poste Victorien Aymar Sawadou en fin de mandat. Actuel directeur de la communication de la présidence du Faso, le nouveau PCA prend la tête du conseil au moment où Sidoaya fait face à d'énormes défis. Les défis les plus attendus qui seront donc déterminants dans la qualité de la production de Sidoaya sont plus ou moins connus. Et il s'agit d'abord de faire en sorte que Sidoaya puisse se doter d'un siège administratif et fonctionnel. Les défis aussi sont ceux d'être dans les régions. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence aussi ce défi de mieux nous organiser en termes de production d'informations. Et je vais ici parler de réinvestir le modèle de l'agence d'information du Burkina et pour en faire un établissement public. Face à ces défis, le nouveau PCA qui salue le travail abattu par son prédécesseur entend mettre en place une stratégie de valorisation des différentes ressources disponibles. Il nous faudrait donc du management, il nous faudrait de l'écoute, mais aussi de la persévérance. Il s'agit donc de faire en sorte qu'il y ait, si vous voulez, une espèce de mise en synergie de ce qu'il y a comme compétences, de ce qu'il y a comme ressources humaines, financières, intellectuelles, pour que le journal puisse continuer à rayonner. La passation des charges s'est tenue lors d'une session extraordinaire du conseil d'administration des éditions Sidoaya, conformément au texte. Nommé en conseil des ministres du 24 mai dernier,
Romain Auguste Bambara est administrateur au compte de la présidence du FASO. Et pour refermer cette édition, le Fonds agro-industrie est l'une des composantes du PCESA. Il a été institué par le gouvernement burkinabé et ses partenaires pour accompagner les PME dans la réalisation de leurs activités. Des appuis financiers et en équipement arrivent à terme le 30 juin prochain. Les acteurs clés du projet se sont retrouvés cette semaine pour dresser le bilan des activités. Le point avec Estelle Assogba. Le Fonds agro-industrie est un fonds cofinancé par le gouvernement burkinabé, le Royaume du Danemark et l'Union européenne pour accompagner les entreprises à élaborer des projets qui visent à développer leurs activités. Après 2 ans et demi de mise en œuvre des activités du fonds, facilitateurs, partenaires techniques et financiers et bénéficiaires sont réunis ici pour présenter les différents résultats atteints et de dégager des perspectives pour l'avenir. Il y a plus d'une centaine d'entreprises qui ont postulé et plus de 70 qui ont bénéficié de l'accompagnement. Et l'objectif, c'est donc de capitaliser la méthode, comment est-ce que nous sommes parvenus, quels sont les résultats engrangés. Plus de 32 000 producteurs ont été accompagnés à travers des petits équipements et des intrants agricoles, des appuis qui ont permis aux bénéficiaires d'augmenter leur chiffre d'affaires et de créer des emplois. Beaucoup sont devenus des agro-entrepreneurs. Nous avons des récoltes qui ont accru, nous avons également la transformation qui s'est opérée. Le Fonds agro-industrie relève de la sous-composante A du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA. Un programme dont l'objectif est de contribuer à une augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.